Et bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde alors que le compte à rebours s'achève tout juste. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue pour ce 11e live du CFPJ, le déj du CFPJ. C'est tous les jeudis midi. On se retrouve ensemble pour parler communication, pour parler médias, pour parler écriture. Installez-vous confortablement aujourd'hui. Donc c'est vous qui avez choisi le sujet, le thème. On va y aller doucement, on va attendre que tout le monde arrive, mais on va parler de podcast. C'est dans le titre de l'événement, les bases du podcast que l'on va découvrir ensemble. Et évidemment, comme chaque jeudi, maintenant si vous êtes habitués, vous connaissez la musique, vous intervenez dans le chat, vous posez vos questions, vous apportez aussi votre expertise, variance. L'idée, encore une fois, c'est qu'on passe 30-45 minutes ensemble à discuter, à partager et à apprendre des tas de choses géniales. Alors, on va parler podcast. Et avant, je vous mets tout de suite en commentaire dans le chat le lien magique qui va vous emmener. Alors, il va falloir le copier-coller. Il n'est pas cliquable directement parce que LinkedIn ne m'y autorise pas, mais qui va vous emmener directement vers le livre blanc du CFPJ. Ça y est, il est sorti. Et vous pouvez donc le retrouver, le télécharger gratuitement, bien sûr. Une quarantaine, cinquantaine de pages sur les grandes tendances de la communication 2023. On en avait parlé un petit peu il y a 2 semaines, et puis on l'évoque un petit peu à chaque fois parce que ces tendances-là, ce sont des tendances d'actualité. C'est le podcast toujours, c'est l'intelligence artificielle, c'est le storytelling, c'est la newsletter. Bref, tous ces éléments fondateurs, ces piliers aujourd'hui de tout travail de communicants, de journalistes également. Et puis pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ces tendances-là, le livre blanc est donc sorti, il est téléchargeable, vous allez sur le lien que je vous ai mis dans le chat, vous pouvez le retrouver aussi dans la rubrique ressources du site du CFPJ, voilà, c'est gratuit. Et encore une fois, l'idée, c'est qu'on découvre des choses ensemble, on apprenne. Un livre que j'ai écrit avec beaucoup d'amour, donc j'espère qu'il vous plaira et qui a été magnifiquement illustré par les équipes d'Abilwes que je salue. Bonjour à toutes et à tous. Donc si vous êtes là, et je sais que vous êtes là puisque je vous vois, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires pour tout simplement que je puisse vous répondre et interagir avec vous. Je vais me mettre moi mon petit écran de retour pour voir en direct vos commentaires et ne rien rater et pouvoir vous répondre du tac au tac parce que c'est aussi ça l'intérêt de la démarche. Donc n'hésitez pas, j'ai tous les commentaires sous les yeux, on va pouvoir bien s'amuser ensemble. On est là, on est bien, on va parler podcast la semaine dernière. Encore merci, vous étiez nombreux, on avait parlé d'intelligence artificielle. Bonjour Lidji, lecture prévue aujourd'hui. Voilà, ça c'est bien, ça on aime bien les bons élèves. Merci Lidji, le livre blanc est sorti. On va en profiter pour le lire tout l'après-midi. C'est très bien, en plus il fait beau, en tout cas chez nous à Paris dans nos locaux. D'ailleurs, important, alors là vous ne le voyez pas parce qu'il y a des questions de lumière, etc. Sachez que quand on vient en formation CFPJ, on bronze parce qu'on a le patio le midi. C'est génial. Vous voyez, vous avez l'air d'être en vacances, mais vous apprenez des trucs. Donc, double avantage de venir au CFPJ. Parenthèse refermée, mais merci DJ. Donc, salut à toi. Je te souhaite une bonne lecture. N'hésite pas à me faire tes retours sur ce que tu as aimé, peut-être moins aimé, ce que tu as découvert. Il y a évidemment des tas de choses encore à ajouter dans ce livre blanc. Et encore une fois, comme à chaque fois, on attend vos retours, on attend vos analyses, vos décryptages, parce que c'est vous aussi les spécialistes. On va d'ailleurs céder de ce livre blanc, parce que tout simplement, il parle de podcast. Donc ça va me permettre d'illustrer un petit peu mon propos, et ça va permettre de tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisqu'on est donc ensemble. On va y aller doucement, on va pas non plus griller les étapes. Peut-être pour commencer, moi j'aimerais savoir d'ailleurs, vous êtes consommateur, consommatrice de podcasts ou pas du tout, ou peut-être à l'occasion. Si vous ne consultez pas les podcasts, peut-être êtes-vous fan en revanche de radio. Écoutez-vous la radio, ça aussi. Alors, je vais regarder comment je peux mettre intelligemment ce livre blanc. On a des tas de mises en page incroyables. C'est Hollywood. Hop, qu'est-ce qui est le plus sympa ?
faut quand même qu'on me voit un petit peu. Moi, j'aime bien celui-là, même si on verra pas le détail, mais de toute manière, le détail, vous allez le lire. Dans ce livre blanc du CFPJ, on a donc tout un passage sur le podcast. C'est toujours passionnant, le podcast. Ça fait des années qu'on en parle, hein, c'est pas nouveau. Je suis en train de balayer notre livre blanc. Le podcast, déjà, n'hésitez pas donc à me dire, vous, quelles sont vos pratiques. Il faut quand même rappeler ce que c'est. Et souvent, on se pose la question de quelle est la différence avec la radio. C'est une très bonne question. Et la réponse, c'est qu'il n'y en a quasiment pas. On va parler de podcast quand on va en fait parler non pas d'un format, puisque c'est du son, et on a du son sous toutes ses formes. On a de l'interview, du reportage, du 2 minutes, du 20 minutes, du 50 minutes, on a de la série, on a de l'épisode unique. En revanche, il y a un élément qui va nous permettre de définir le podcast, c'est le flux. C'est la logique de flux. La radio, c'est une logique de flux. Votre émission, vous allez l'écouter à 10h le lundi. Si vous arrivez à 11h sur votre station, vous ne pourrez pas l'écouter, elle sera terminée. Vous pourrez la réécouter avec du replay. Eh bien ça, c'est du podcast. C'est du son, c'est de la production sonore, mais qu'on va sortir de cette logique de flux. Donc déjà, on voit que ce format qui a l'air très innovant et qui par bien des égards est innovant, reste quand même ancré en fait dans quelque chose de très 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 connu qui est la radio, telle qu'on pouvait la faire il y a 50 ans, telle qu'on pouvait la faire dans les années 60. Et puis simplement, c'est une radio mais qu'on écoute quand on veut. C'est un programme radio qu'on écoute quand on veut, où on veut. Et puis après, on va avoir, au-delà du replay, ce qu'on va appeler aujourd'hui le podcast natif. C'est-à-dire vraiment le contenu audio qui est fabriqué en vue d'être un podcast. Bonjour Oriane, j'étais en train de m'inquiéter. Voilà, Oriane qui est là. Eh bien, bienvenue pour parler podcast ensemble. Et donc n'hésitez pas à me dire et à conseiller aussi peut-être des podcasts, parce qu'on a tous des podcasts qu'on aime bien, qu'on écoute, etc. Il y en a tellement. Il y en a tellement que ça peut être sympa. Moi, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur ce que vous écoutez. Et si vous avez des conseils, moi, je prends rien que pour moi, mais je pense que ce sera utile aussi pour tous les gens dans le chat. Donc, le podcast merveilleux, formidable, on a pu le définir. C'est un produit sonore et exclusivement sonore, mais qui va être finalement consultable, écoutable partout, tout le temps. Et on a le podcast natif qui va donc être produit en vue d'être utilisé, consommé comme un podcast. Pas pour intégrer une grille de programmation radio ou un flux avec des horaires, etc. Donc l'avantage, on le voit bien, le podcast, c'est que c'est quand même une mobilité extraordinaire. Alors, pour continuer dans l'IA, c'est un mot qui va apparaître au tournant des années 2000 aux États-Unis. En France, on a du podcast très tôt. Au tournant des années 2000, pour ceux et celles qui étaient adolescents à ce moment-là, pour ceux et celles qui ont des enfants qui étaient adolescents à ce moment-là, peut-être vous souvenez-vous, on n'appelait pas ça podcast à l'époque, du donjon de Naheulbeuk. On en donne cet exemple dans le livre blanc. Le donjon de Naheulbeuk, c'était une sorte de parodie, c'était même littéralement une parodie de tous les grands récits de fantasy type Seigneur des Anneaux. Et donc en plusieurs épisodes, on suivait une troupe de personnages avec des voix un peu trafiquées, très, très drôles, etc. Et on avait des tas d'épisodes comme ça qui se suivaient. Je ne me souviens plus de la longueur de ces épisodes, c'était 20-40 minutes. Ça, c'est du podcast, sauf qu'à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, on appelait ça Saga MP3. Et pour certains spécialistes, d'ailleurs, le donjon de Naheulbeuk, ça marque vraiment la naissance du podcast en Europe. Après, il y a toujours des débats de dates, attendez, non, il y avait machin qui était là avant, il y avait bidule, il y avait trucs, mais voilà, sachez que au tournant des années 2000, on a cette production française qui montre d'ailleurs à quel point le podcast est éminemment français, même si aujourd'hui il connaît un succès monumental aux États-Unis et dans le monde entier, mais on a vraiment ce lien avec le son, avec la radio en France qui est très particulier et qui se traduit très bien dans le podcast. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y aura que mes mauvaises réponses, donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous le voyez dans le livre blanc, si vous avez un tout petit écran que vous me regardez sur votre téléphone, vous aurez du mal à lire les chiffres, ou alors il faudra mettre en grand écran. 5,8 millions de Français qui écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine, c'est quand même pas mal, c'est vraiment beaucoup, et surtout ça continue de croître d'année en année. Donc ce contenu-là, ce format-là,
qui finalement apparaît, en tout cas se formalise au tournant des années 2000, on voit que très vite il va connaître une véritable ascension, surtout au tournant des années 2010. Entre 2000 et 2010, on va avoir des productions, mais modérément. Pourquoi ? Parce que le podcast, le baladophone, comme l'appellent nos amis québécois, il a besoin d'outils. Et Apple va faire beaucoup avec la démocratisation de ses iPods, les mini, les shuffle, etc. Les baladeurs MP3 vont aussi beaucoup aider, où on va pouvoir télécharger son contenu, le mettre dans son lecteur et partir avec et l'écouter un peu partout. Jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas tellement le moyen d'écouter le podcast et donc finalement on écoutait plutôt la radio. Donc le podcast, il va vraiment connaître un essor avec l'arrivée de la DSL, l'arrivée de la fibre, le téléchargement facile, les applications de podcast qui vont naître ensuite, etc., etc. Et donc tout ça va faciliter finalement la consommation de podcasts et donc va permettre de consommer de plus en plus. Aujourd'hui, entre 100 et 200 millions de podcasts français sont écoutés chaque mois dans le monde. C'est pas mal. On a une très belle production de podcasts, une grande richesse. On a la chance d'avoir en France des acteurs publics, Radio France, qui est quand même moteur en matière de podcast, que ce soit du replay ou du podcast natif. Et puis on a des studios qui sont aussi consolidés, et on en parlera parce que ça va être un vrai enjeu quand on va parler de l'économie du podcast. Est-ce qu'il y a en France, comme aux États-Unis, demande Lidji, des grosses sociétés de production de podcasts ? Eh bien écoute Lidji, mais tu arrives au même moment où j'en parle. Donc oui, on a des studios de podcast. Aujourd'hui, comment on produit un podcast ? Plein de solutions. On peut le faire tout seul, dans sa chambre, ou comme moi, dans son bureau. Moi, c'est pas un podcast, mais je pourrais tout à fait récupérer les vidéos que je vous fais, garder que le son, balancer ça sur Apple, sur iTunes, et puis on est bon. Donc on peut avoir des gens totalement indépendants qui ne vont pas s'appuyer sur des studios et qui vont publier leurs podcasts. Ils vont ensuite les mettre à disposition sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est plutôt simple. Maintenant, bon courage pour en vivre, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas payé si vous faites ça bénévolement sur votre temps libre, etc. Donc après, vous allez peut-être créer une communauté qui va peut-être vous financer d'une manière ou d'une autre. Il y aura des dons, il y aura de la participation, etc. Si vous avez un réseau très fort, vous allez peut-être pouvoir engager du monde dans votre aventure, jouer sur de la pub, etc. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on va avoir des médias qui vont se mettre au podcast. Et là, c'est très large. On va avoir des médias, c'est-à-dire on va avoir Le Monde, on va avoir Europe 1, on va avoir les télés. Bref, tous les médias, pas forcément les médias audio, vont décider de produire eux-mêmes les podcasts. Donc ça veut dire qu'ils vont créer en interne des studios, qui vont faire travailler des journalistes en interne ou qui vont facturer, payer des journalistes externes aux médias et qui vont produire, fabriquer, écrire les podcasts pour eux. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe beaucoup. On a vu depuis une dizaine d'années de plus en plus de grands médias généralistes ou même spécialisés produire eux-mêmes leurs podcasts. La rédaction des Échos a par exemple un studio dans ses locaux, alors que de base, c'est de la presse écrite. On ne s'attendrait pas à ce qu'ils aient un studio. Ils ont un studio, ça marche très bien d'ailleurs, puisque je ne vous donnerai pas le nom du podcast parce qu'évidemment, il m'échappe maintenant, mais ils ont un podcast qui est parmi les plus écoutés à l'heure actuelle. Moi, j'ai travaillé à Europe 1, j'ai assisté en tant que journaliste radio à Europe 1 à la naissance du studio d'Europe 1 Studio, qui est un studio de conception, de production, d'écriture de podcasts, sur lesquels travaillaient des salariés de la rédaction, des journalistes de la rédaction, mais également des journalistes qui venaient de l'extérieur avec un projet, une idée, et qui signaient ensuite un contrat pour ce projet-là avec Europe 1. Vous avez Le Monde aujourd'hui qui fait ça. Bref, aujourd'hui, Casia on podcast avec des différences toujours de moyens, etc. Et puis, troisième voie, les studios de podcast dont tu parles sans doute, Lidji, qui sont eux donc des studios qui ne font que ça, ou quasiment que ça, mais en général, ils ne font que ça. Et là, vous en avez plein également. Vous avez Radio Parleur. Pourquoi j'en parle ? Parce que sur la page que je suis en train de vous présenter, je fais mention de ce studio qui est donc 100% dédié au podcast de reportage, avec notamment Violette Voldoir, qui est rédactrice en chef du côté de Radio Parleur et formatrice au CFPJ. Vous avez
Là, on est vraiment plus sur un modèle, alors qui est en train de muter, hein, mais qui partait sur un modèle associatif. Mais vous avez des studios plus connus comme Binge Audio, porté par l'un des grands podcasts français de ces dernières années, Les couilles sur la table de Victoire Toyon, qui est une amie et que je salue. Puis le cœur sur la table, hein, qui vient explorer les masculinités, la question du féminisme, des féminismes, de la place des femmes et des hommes dans le monde, dans notre monde, qui est un podcast très riche, très intéressant, et donc qui est produit par Binge Audio, qui est un studio qui ne fait que ça. Vous allez avoir aussi d'autres studios, vous avez Paradiso Media, avec qui on avait organisé un webinaire sur le podcast, d'ailleurs, à peu près à l'été dernier, il me semble, ou même avant. Vous allez avoir quoi d'autre? Louis Média, qui est assez connu sur la place de Paris, qui est donc là encore un studio qui fait beaucoup de podcasts. Vous avez Arte Radio, un petit peu particulier, puisque là on est sur un studio qui est affilié à un grand média, hein, Arte Radio, mené par Sylvain Gire, le pape du podcast en France, pareil, avec beaucoup de choses qui vont aller du journalistique à l'artistique. Et qui fait pour le coup du podcast depuis bien longtemps. Ils ont vraiment été précurseurs là-dessus, Arte Radio. Et puis vous aurez, si on doit en citer un autre, Le Monde par exemple, hein. Le Monde a son studio intégré, mais en studio indépendant. Écoutez, il m'échappe, mais on en a quand même beaucoup, de toutes sortes, mais en tout cas dont le modèle économique va être basé sur le podcast. Et là, c'est là qu'on va peut-être rentrer dans le dur, et on peut en parler maintenant, parce que l'un des enjeux du podcast aujourd'hui, c'est son financement, c'est son économie. C'est d'ailleurs l'objet d'une partie du livre blanc que vous pouvez d'ores et déjà télécharger. Le podcast aujourd'hui, on l'a vu, c'est des grands médias, c'est des indépendants qui peuvent parfois faire des trucs un peu fait maison et finalement qui marchent très très fort. Et puis c'est aussi du reportage, des moyens, de la production, etc. Ça demande beaucoup d'argent, lancé par des studios indépendants qui ne font que ça. Donc on a vraiment tous ces acteurs-là dans un écosystème tout neuf, tout récent. Et comment on gagne sa vie? Pour les studios, il va y avoir des techniques d'abonnement, des levées de fonds auprès de partenaires, et puis surtout les commandes. Je suis une entreprise de papier. J'ai envie de communiquer en externe ou en interne d'ailleurs, et je me dis que le podcast, ce serait pas mal. Et bien là, je vais pouvoir aller contacter un studio de podcast, leur dire voilà, je veux faire un podcast qui parle de papier, de l'histoire du papier, de comment ça s'est créé, depuis quand on l'utilise, etc. Bref, qui fasse un peu rayonner mon produit. Et puis moi, je pourrais m'en servir de manière directe ou indirecte pour communiquer. Et donc là, l'entreprise, elle va financer, elle va payer le service de la production de podcast auprès du studio compétent. Et c'est souvent comme ça que les studios vont fonctionner. Très souvent, les studios vont gagner de l'argent avec les podcasts d'entreprise, les podcasts institutionnels, et puis cet argent-là, vont pouvoir l'investir dans une production de podcast un petit peu plus journalistique, sur lesquels il y aura peut-être une monétisation moins facile, puisqu'après, il y aura la publicité. Souvent, vous entendez au début des podcasts, parfois c'est même la présentatrice ou le présentateur du podcast qui fait l'annonce publicitaire. Ça marche beaucoup, mais encore une fois, la pub, faut y aller doucement, et puis c'est pas non plus la poule aux œufs d'or. Vous voyez d'ailleurs là sur la page que je suis en train de vous montrer, 35 ans de moyenne d'âge, l'auditeur RIS de podcast, 63% des auditeurs RIS ont des enfants, 50% vivent plutôt dans des villes, 27% sont cadres supérieurs. Vous avez aussi Slate qui a beaucoup fait pour ses podcasts, et avec notamment la série Transfert qui est une très bonne série. Et encore une fois, vous allez retrouver ensuite des tas de journalistes, de podcasteurs et de podcasteuses qui vont travailler pour plein de studios différents, qui vont vendre leurs projets. Après, c'est comme un projet de film. Et d'ailleurs, de plus en plus maintenant, on va avoir des aides publiques également, des financements publics. Le ministère de la Culture a pris le sujet en main pour essayer de porter, aussi peut-être structurer cette économie. Et vous voyez d'ailleurs, très importante ce résultat de ce sondage, cette enquête CSA Avas Paris et Podinstall, le podcast une opportunité pour les marques. 87% des auditeuristes hebdo de podcasts estiment que proposer des podcasts est un bon moyen de communiquer pour une marque, et 78% d'entre eux seraient intéressés pour écouter sur leur marque favorite. On voit tout de suite les possibilités qu'on a en termes de retour sur investissement, de communication autour du podcast. Est-ce que j'ai des questions dans l'assemblée? Vous êtes un petit peu calme?
allez-y, hein, posez toutes vos questions sur le podcast. On est là pour ça, on est là pour y répondre et pour dialoguer ensemble. Moi, vous me connaissez, je peux rester 45 minutes à parler tout seul, mais enfin, c'est quand même plus sympathique si j'ai des questions sur lesquelles m'appuyer. En tout cas, ça me permet d'aiguiller mon propos. Vous voyez sur l'économie du podcast, 80% des podcasts, ce chiffre, il est fondamental. Si vous êtes en train de vous demander, est-ce que je ne ferai pas mon podcast ? Ayez ce chiffre en tête. 80% des podcasts obtiennent moins de 1000 téléchargements dans les 30 premiers jours. Et là, encore une fois, quand on vous donne ce chiffre, on peut se dire, je vais me décaler parce que j'ai la tête dans le logo depuis tout à l'heure. Quand on se donne ce chiffre, il y a deux façons de le dire, de le vivre. Il y a 1000, c'est vachement bien, et puis il y a 1000, c'est nul. Ça dépend si vous êtes L'Oréal ou si vous êtes ma petite entreprise qui fait du papier dans le Gers. Voilà. 1000 écoutes pour une PME, c'est remarquable. Et ça peut permettre, en plus, si ces 1000 écoutes, elles sont ciblées avec des clients, etc., de vraiment faire rayonner votre marque. Pour une multinationale qui est là pour avoir un beau produit sonore, pour se faire valoir, montrer son expertise, etc., 1000 écoutes, c'est peut-être pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment un chiffre pour moi qui est fondamental parce que souvent, on va lancer un podcast, même d'ailleurs en communication interne, c'est très intéressant d'imaginer des podcasts. C'est très intéressant de se dire, tiens, je veux communiquer avec mes équipes, avec les salariés de l'entreprise, etc. Plutôt que d'envoyer un mail que personne ne lira, est-ce que je ne ferais pas un podcast ? Bah oui, très bonne idée. Très, très bonne idée. Le souci, c'est qu'il faut savoir à quoi s'attendre. Et en l'occurrence, vous n'allez peut-être pas toucher tout le monde, vous ne serez peut-être pas super écouté. Donc, encore une fois, il faut avoir cette humilité et en tout cas avoir des objectifs très cadrés pour pas partir n'importe où. D'autant que, j'ai enlevé le partage d'écran, mais l'autre chiffre capital, 80% des revenus de la publicité et des abonnements sont concentrés sur 15% des podcasts les plus importants. Donc là, vous voyez vraiment qu'on a une économie du podcast qui est extrêmement polarisée, avec très peu de podcasts qui sont très, très écoutés et très peu des revenus de la pub qui échappent à ces podcasts-là. Ça remet en perspective. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs. Et on en avait parlé aussi sur plein d'autres aspects, mais nous, en ce moment, là, on fait les lives du jeudi. Notre objectif, évidemment pas d'avoir 1 million de personnes qui nous regardent tous les jeudis. Ça, ce sera l'objectif dans quelques années. Mais d'abord, on installe, il y a une récurrence, etc. On sait que ça prend du temps. C'est la même chose pour le podcast. Lidji qui demande comment le podcast a-t-il été accueilli par les gens de radio ? Ah, merveilleuse question, Lidji. Je suis un gens de radio, donc je peux répondre. Alors, moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est que dans plein de médias qui ont lancé leur studio de podcast, il y en a plein qui ont fait appel à des gens qui ne venaient pas de la radio. Ça, moi, ça m'a toujours interpellé. Qui était brillantissime, mais pas forcément qui venait de la radio. Et parfois, je me disais, c'est bizarre de faire du son, mais de pas s'appuyer sur des gens qui en ont l'habitude. Et je me souviens notamment à Europe 1, il y avait eu un podcast en amont de la Coupe du Monde de foot de 2019, donc pour les femmes. Et un jour, je me rends compte qu'on podcast dessus, et j'étais là, attendez, on est là, nous, le service des sports, on aurait pu le faire, on aurait aimé le faire. Alors, ça, c'était sur le coup. Derrière, effectivement, ça demandait beaucoup de travail. On avait par ailleurs le travail de rédaction quotidien, etc., qu'il fallait mener. Donc, ça aurait sans doute été compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de passerelles. L'Express, par exemple, a fait appel à des experts de la radio, notamment Xavier Yvon, qui était rédacteur en chef à Europe 1 et qui est allé du côté de l'Express pour s'occuper de lancer les projets podcast et de s'en occuper. Donc, ils ont commencé à faire ça. Les gens de radio, il y a un peu deux réactions. Il y a la réaction, c'est génial, c'est super parce qu'aussi, nous, on en fait. C'est génial parce que c'est le retour du son. À un moment où la radio perd un petit peu de terrain, si on dézoome beaucoup, sur 20 ans, la radio perd quand même un petit peu des auditeurs. Donc le podcast, il vient donner un coup de fraîcheur, un coup de nouveauté qui est très agréable, qui est très appréciable. Et puis pour des gens de radio, quand parfois on fait des podcasts, c'est pas la même logique. Souvent quand on est en radio, en rédaction, c'est au jour le jour, c'est de l'actu chaude,
Là, on peut prendre le temps, on peut approfondir les sujets, donc c'est très plaisant d'un point de vue éditorial. Et puis, il y a l'autre versant où on se dit, oh là là, le podcast, là, ils sont en train de nous faire des trucs, nous faire des réflexions, des machins, et les gars, vous faites de la radio, hein. Vous dites podcast, mais c'est ni plus ni moins qu'un micro, j'enregistre et je fais du montage. Donc arrêtez de nous parler de podcast comme si c'était la 8e merveille du monde, c'est que de la radio un petit peu maquillée. Donc il y a ces deux réactions-là, mais fondamentalement, de toute manière, il y a un lien évident entre les deux. Il y a, nous, au CFPJ, nos formatrices podcast sont toutes des journalistes de radio, quasiment toutes. Elles sont passées par le news, elles sont passées par la présentation, par le reportage d'informations, et puis ensuite elles font du podcast un peu différent, plus long format, etc. Mais il y a cette racine commune. Mais moi, ce que je trouve aussi très chouette, c'est que justement, le podcast va permettre de démocratiser la pratique de la radio. À une époque, il y avait les radios libres, on branchait, on se mettait sur une fréquence, on y allait. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc moi, je trouve ça très plaisant quand on démocratise comme ça les formats. Et donc au final, aujourd'hui, les gens de radio et les gens de podcast sont quand même quasiment devenus les mêmes. Oriane qui nous demande, produire un podcast est-il complexe et coûteux? Ça, c'est la question qui revient tout le temps et ça va être compliqué de répondre, mais je vais tenter de répondre quand même. Est-ce que c'est complexe? Oui et non. Un peu comme dans toute chose, si vous voulez le faire à fond, si vous voulez avoir une qualité de son exceptionnelle, si vous voulez avoir une qualité de montage, ça demande des compétences qui ne s'improvisent pas. Donc ça demande de la formation et potentiellement même ça demande de sous-traiter, d'externaliser. On peut externaliser l'écriture, la personne qui va parler dans le micro, on peut externaliser la prise de son avec des vrais preneurs de son et preneuses de son parce que c'est un métier, c'est une expertise et ça change tout. On va pouvoir aussi peut-être payer les services d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, louer un studio, puisqu'on n'a pas tous un studio. Et puis il y aura le montage. Ça, c'est le réalisateur, la réalisatrice qui peut s'en charger, mais c'est aussi un métier, monteur. Ça ne s'improvise pas. Pourquoi? Parce que le montage, c'est pas simplement enlever un mot, enlever une respiration, enlever le son de quelqu'un qui bafouille. C'est beaucoup plus que ça. Avec un bon montage, on peut faire d'un propos lénifiant quelque chose de passionnant, de dynamique, de riche. Donc à chaque étape de la conception d'un podcast, vous aurez le choix entre je le fais moi-même avec des outils potentiellement gratuits ou peu chers, ou par des professionnels. Et là, on a un spectre, parce qu'on va pouvoir plus ou moins aller vers le pro ou vers l'amateur. De plus en plus, il y a des tas de podcasts, plutôt niveau amateur, un micro qui va coûter 50 €, un logiciel de montage qui sera en essai gratuit, peut-être un enregistreur qui coûtera entre 50 et 200 €, 200 €, même 150 €, on peut avoir quelque chose de tout à fait correct. Je m'enregistre dans une salle chez moi qui est plutôt bien insonorisée où ça résonne pas trop. Et puis j'apprends à faire le montage moi-même. Ça va me coûter beaucoup de temps, mais beaucoup moins d'argent. Le danger sur le podcast, c'est de se dire ce n'est que du son, donc c'est facile. Il y a ce côté facile, ce côté ludique. On n'a pas l'image, on n'a pas les détails de « attends, là, je suis trop exposé, j'ai trop de lumière, machin ». Non, il y a juste le son. C'est pas simple, mais on peut le gérer. Donc on peut avoir ce premier abord, ce rapport finalement, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Et on a des tas de podcasts qui sont faits vraiment à la maison, à la main, de manière très amatrice, mais qui marchent bien. Et puis après, on va avoir des podcasts qui peuvent coûter très cher avec de la production, etc., etc. Donc avec des acteurs, des comédiens qu'on va payer, etc. Donc ça, là, on peut des reportages, on va payer le billet d'avion, on va envoyer le reporter, etc. Donc on va avoir tous les prix. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un podcast de 6 épisodes de 20 minutes qui vous coûte, allez, 200 €, 300 € de matériel. Et puis un podcast de 6 épisodes de 20 minutes, même durée, qui va vous coûter 2500, 3000, 4000 €. Donc là, encore une fois, il s'agira d'arbitrer par rapport à vous, votre budget, par rapport à vous, vos attentes aussi. Moi, je pense quand même que ce qui est très important, c'est d'avoir un bon son. C'est quand même le nerf de la guerre. Et que si on ne vous entend pas bien, si ça résonne, ça va être compliqué. Si ça grésille, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui avec des gens qui sont en Teams ou en visio avec quelqu'un et qui l'interrogent. Pour moi, ça,
mais parce que je viens du monde du son, c'est carton rouge. Parce que à l'oreille, ça marche pas. Quand on a en plus un trop grand différentiel entre moi, je parle en studio, j'ai un son un peu correct, et la personne qui est via Teams avec un son très métallique, qui va résonner comme ça, voire avec des petites sautes. Oh, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas agréable, c'est pas flatteur à l'oreille, et dès qu'on est gêné, on oublie d'écouter le propos, et donc on perd complètement son audience. Donc là, ce sera vraiment à vous de décider. C'est toujours moins coûteux de faire ce qu'on appelle du talk, avec des gens autour d'une table qui discutent d'un sujet. Vous faites ça avec des amis, hop, que du reportage. Ça a nécessité des déplacements, etc., etc. Donc sur le coût et la complexité, on voit qu'on a vraiment de tout. On a vraiment de tout. On a un paysage très très vaste aujourd'hui dans le podcast. Donc ça va dépendre de vos objectifs, de vos envies, de votre exigence. Nous, aujourd'hui au CFPJ, on a 4 formations sur le podcast, principalement. Niveau 1, lancer son podcast, on découvre l'univers sur une journée. Niveau 2, sur 3 jours, là on met les mains dans le cambouis, on enregistre, on apprend le montage. Ça c'est super parce qu'en 3 jours, vous avez des bases pour vous débrouiller tout seul. Le niveau 3 sur 5 jours, c'est plus long, on va approfondir. Donc là vraiment, on va pouvoir aller dans le détail, travailler l'écriture, etc. Et puis ensuite, on a le parcours podcaster sur 10 jours plus 3 jours d'examen, 2 jours d'examen, plus un jury à l'oral. Et là, vraiment, on a des gens dont l'objectif, ça va être d'être podcaster, de faire le métier de podcaster. Donc là, c'est encore autre chose. Mais c'est une belle formation et pour le coup, on est toujours très touchés par produisent leur podcast ou qui le vendent à des studios, etc., etc. Donc vous voyez, on a vraiment les 3 niveaux. Et après, on peut se débrouiller en ayant fait le niveau 2. J'ai fait 3 jours de formation technique. Je peux commencer. Lidji qui nous demande, ou qui nous dit plutôt, démocratiser, oui, mais toujours de la production de contenu soumise aux stats, à l'audience, au marketing. Pour moi, un super contenu tout de même. Donc, oui, ça va être l'enjeu de qu'est-ce que c'est un super contenu, à partir de quel moment, moi, mon contenu, j'estime qu'il est super. Est-ce qu'il est super parce que je suis content, moi, du produit fini? Il y a la qualité que je voulais, j'ai abordé les sujets que je voulais, ou est-ce que il faut être soumis à du clic, à de l'audience? Combien de gens ont écouté? Combien de gens ont écouté jusqu'au bout? Nous, on a ces stats-là aussi pour les vidéos qu'on fait. Et il y a beaucoup de gens qui regardent en replay et tout, donc c'est assez chouette. Ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, on aura toujours cet arbitrage-là de production de contenu sur OK, quels sont mes objectifs. Mais encore une fois, voilà, ça sous-entend qu'il faut préétablir ses objectifs. Ça, c'est hyper important. Sans se leurrer. Récemment, dans une entreprise, on me disait on a lancé un podcast, mais un peu, ça marche pas. Ouais, mais ça marche pas parce que vous avez fait combien d'épisodes déjà? Vous en avez fait 1, 2, 3? Parce que moi, je dirais qu'en interne, diffusé auprès des collègues et des salariés d'un grand groupe, attendez peut-être 1 an avant de tirer un bilan. Nous, on tirera un bilan au bout d'1 an des... Et on est de retour, voilà. Hop, je vous ai mis un petit message dans le chat, donc c'est bon, on a eu un petit bug, ça arrive, c'est le réseau qui est un petit peu malade, qui est un petit peu enrhumé. Donc voilà l'idée, j'étais en train de vous dire, on a des gens qui se demandent, mon podcast en interne il marche pas, oui, mais attendez 1 an avant de voir si c'est vraiment un podcast qui marche pas. Peut-être que ça va prendre. La récurrence, encore une fois, est importante. Donnez un rendez-vous. 1 épisode par mois, 1 épisode par semaine. Alors, 1 épisode par semaine, il faut y aller. Surtout si on démontage et tout, ça peut prendre énormément de temps. Sans parler des soucis techniques qui peuvent apparaître. J'étais en train de faire mon montage, j'ai tout perdu, l'ordinateur s'est crashé, je dois tout recommencer. Allez-y, tranquillement. Ça va être surtout ça l'idée, de ne pas se précipiter et d'avoir des bonnes bases. D'écriture journalistique. Moi, je pense que ça, c'est important pour l'éditorial, pour le fond. Puis ensuite, de technique. De rien, Oriane. Très bien, des arguments par rapport à ta direction. Oui. Et surtout, ce qui est intéressant, vraiment, moi, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, c'est quand même ludique.
c'est technique, mais c'est pas hors de portée, et qu'on peut tout à fait imaginer qu'au bout d'une formation de 5 jours, vous êtes capable de le faire, ce podcast, vous-même. Vous pourrez solliciter l'aide, les conseils de professionnels qui vous aideront, etc. Mais au bout de 5 jours, peut-être même au bout de 3 jours, si vous avez un peu des bases d'écriture journalistique, vous savez ce que c'est un angle, etc., pour avoir des sujets bien abordés, ça peut vite bien décoller. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, le danger aujourd'hui de l'économie du podcast, c'est qu'elle repose beaucoup sur les commandes d'entreprises qui font produire des podcasts. Moi, j'imagine un monde dans 20 ans où les entreprises sauront le faire en interne. Vous avez un content manager, vous avez un brand content manager, un content marketing manager chez vous qui est passé par le podcast. Peut-être qu'il peut vous le faire, votre podcast, en interne. Ça demande de dégager du temps, en revanche. Ça, c'est toujours la même chose. Mais vous voyez, moi, j'imagine potentiellement des entreprises qui pourront le faire. Ça permet de le faire en interne. C'est très stimulant aussi. Ça fait participer les équipes. Ça peut être chouette. Podcasteur, est-ce que c'est un métier en plein essor? Lidji, tu nous demandes. Oui. Bah oui, parce que le podcast est en plein essor. Attention, rares sont les gens qui ne font que ça. De la même manière qu'on disait 15% des podcasts les plus importants rapportent 80% de l'argent, les gens qui ne font que ça, ils sont dans les 15% de podcasts. Donc vous voyez tous les podcasts, il n'y a que 15% d'entre eux qui permettent à leur auteur, à leur autrice d'en vivre et de ne faire que ça. J'exclus les podcasts, les replays, etc. bien sûr. Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, si vous connaissez sur Binge Audio, elle en vit, Victoire. Elle en vit. Mais des auteurs indépendants de podcasts, des créateurs, des journalistes qui font du podcast, qui vendent leurs projets au studio, parfois ils font d'autres choses à côté. Ils font du journalisme un peu plus information news, ils font de la formation, des conférences, etc. Donc c'est un métier qui reste compliqué parce qu'on a un écosystème qui n'est pas encore totalement constitué. Pour schématiser aujourd'hui, le choix de l'économie du podcast, c'est un peu ce qui s'est posé pour YouTube, etc. C'est est-ce qu'on reste sur du gratuit avec de la pub ou est-ce qu'on part sur du payant avec de l'abonnement? Et entre les deux, tous les mélanges qui sont possibles. Le questionnement, il est là, c'est pas tranché, ça dépend des studios, etc. Si j'ai des marques de podcasts très fortes, des podcasts très identifiés qui vont porter ma marque de studio, peut-être que je peux m'en tirer comme ça avec des abonnements. Il y a des modèles à inventer. Et donc, c'est ça aussi qui va permettre plus ou moins aux podcasteurs d'en vivre. Bienvenue dans ce live sur le podcast. Existe-t-il une durée optimale d'un podcast? Excellente question, Jacqueline. Merci de la poser. Alors, c'est en évolution. C'est en évolution. Il y a quelques années, on avait quand même beaucoup de podcasts d'une quarantaine de minutes. On en a encore beaucoup d'ailleurs. Quarantaine de minutes où on va se poser, on va parler d'un sujet de A à Z, on va y aller dans le fond des choses. On note une tendance à un raccourcissement de la durée d'écoute. Aux États-Unis, qui ont toujours un petit temps d'avance, on va dire, sur nous, la durée, elle est plutôt en train de descendre autour des 20 minutes. Et on voit même d'ailleurs une percée des podcasts très courts, de 2 à 5 minutes. Des formats qui avaient peu de succès il y a encore quelques années et qui aujourd'hui réussissent à attirer l'attention. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans le livre blanc, aujourd'hui, les petits épisodes, les épisodes courts, ça cartonne. Mais on a toujours des longs formats. Là encore, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qui vous ciblez et de quoi vous voulez parler. Toujours l'enjeu de la concision. Si ce que vous pouvez dire, tiens, en 5 minutes, c'est très bien. Pour des gens pressés, etc., ils écoutent ça, du snack, ils prennent ça, hop, c'est sympa, ça va vite. 40 minutes, il faut se poser. On est chez soi, on prend le temps, etc. etc. D'ailleurs, là, j'y pense, très bon, je vais vous mettre la référence, mais si vous ne l'avez pas vue, il y a une série très drôle qui est sur Disney+, alors qui parle indirectement de podcast, mais qui est très chouette, qui s'appelle Only Murders in the Building, donc que des meurtres dans l'immeuble. Et si j'arrive à l'envoyer, mais je vais vous le mettre via LinkedIn directement, et c'est
C'est une série donc qui suit en fait les habitants d'un immeuble qui sont passionnés de podcasts et notamment des fameux podcasts qui cartonnent sur les faits divers. Et ils se retrouvent à être quasiment témoins de meurtres dans leur immeuble. Et donc, ils vont lancer leur podcast. Et c'est très drôle parce que ça raconte aussi leur concurrence, eux, petits amateurs de podcasts, avec un grand studio qui fait pareil des podcasts sur des meurtres et qui se tire la bourre sur qui aura les meilleures histoires, comment on les raconte, etc. C'est très rigolo. Le cœur du sujet, mais je trouve ça très intéressant. Il montre bien d'ailleurs comment ce format, tout le monde s'en est emparé, des plus jeunes comme des plus âgés. Et c'est très chouette, ça donne envie de faire du podcast. Moi, ça m'a donné envie d'en faire. Donc, durée optimale, aujourd'hui, voilà, on a vraiment ce spectre qui va de 5 minutes à 1 heure, mais en sachant que le gros de la troupe se situe plutôt aux alentours de 20 minutes. Ce qui est toujours un juste milieu, qui permet de ne pas monopoliser trop le temps des gens et qui permet en même temps de dérouler son programme, de parler des choses et d'avoir le temps. Je mets d'ailleurs, la magie du live. D'ailleurs, le temps direct. Si vous voulez participer, comme ça, vous verrez à l'écran vos propres commentaires. C'est plus sympa. Donc voilà pour les durées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on s'achemine doucement vers la fin de ce live sur les bases du podcast. Donc l'idée, encore une fois, c'est oui, vous pouvez le faire vous-même et vous pouvez vous amuser. C'est un chouette cadeau de Noël ou d'anniversaire, un enregistreur. Vous avez des marques d'enregistreurs qui sont connues. Aujourd'hui, sur la place de Paris et ailleurs, d'ailleurs, vous avez la marque Zoom, Z-O-O-M, qui est une bonne marque d'enregistreur avec des prix qui permettent de démarrer plutôt facilement, des entrées de gamme pas trop chères. Vous avez Tascam, peut-être un peu moins intuitif, un peu moins facile, mais qui est bien aussi. N'oubliez pas que vous avez des smartphones et que mine de rien, le smartphone, vous pouvez plugger un petit micro. Ça peut faire le taf, ça peut marcher si vous n'avez pas besoin d'être en extérieur, machin. Si c'est votre voix dans une salle, c'est possible. Donc vous pouvez démarrer. Très sympa, Ligi nous dit la série Only Murders. Bah oui, voilà, on a les mêmes goûts, c'est très bien. Je vous donne aussi la référence d'un logiciel de montage qui s'appelle Reaper et qui est utilisé par quasiment tous les journalistes radio aujourd'hui. C'est que les rédactions radio, les grandes rédactions, elles ont des logiciels. Vraiment professionnels, payés, etc. Mais Reaper est un logiciel que beaucoup de journalistes utilisent, parfois plus que le logiciel de leur rédaction. Et ce qui est bien, c'est que Reaper, côté un peu philanthrope, il y a une version payante. Nous, au CFPJ, on forme sur Reaper, on a acheté les licences, question d'essence et de droit. Mais vous pouvez utiliser une version d'essai qui est renouvelable à l'infini. Quand même sympa. Donc vous la téléchargez sur Mac ou PC. Il y a toujours des tutos qui traînent sur Internet, quels raccourcis utiliser, etc. Le mieux, c'est aussi de se former. Alors, au CFPJ, bien sûr, parce que comme ça, on pourra se voir, parce que nos formations, elles ont lieu en présentiel, comme on manipule les outils. Mais il y a plein de formations un peu partout. Ça, c'est bien parce que ça permet de cadrer. Et après, vous pouvez vous amuser, faire ce que vous voulez. Donc, Reaper pour le logiciel de montage. Les micros également, c'est bien d'avoir un micro main avec un câble, etc. Mais là, vous aurez aussi les références quand vous venez en formation. On vous livre tout pour vous aider si vous voulez vous lancer. Mais c'est très ludique. Enregistrer du son, écouter sa voix. Parfois, c'est un peu dur d'écouter sa voix au début, mais après, c'est très sympa. Et vous pouvez quand même démarrer, tester, essayer. Encore une fois, c'est plaisant parce que c'est ludique, c'est assez léger. La magie du son, c'est aussi qu'on a juste un petit micro avec un petit enregistreur dans ses mains. On n'a pas une caméra, etc. C'est très peu intrusif. Donc souvent, on va pouvoir rentrer en contact avec les gens d'une manière beaucoup plus soft, beaucoup plus douce. Du reste, c'est aussi la grande force du podcast qui est aujourd'hui beaucoup écouté chez soi, sous la douche, dans la voiture, dans le lit, dans des moments d'intimité. Et c'est pour ça que c'est très particulier, d'où l'attachement au podcast également. Parce qu'il y a cette relation à l'intime très forte, beaucoup plus que la télé, que l'image. Le podcast vient vraiment nous cueillir au creux de l'oreille dans des moments de vie où on cuisine, où on fait du ménage, où finalement on est un peu tout seul, on est dans sa bulle. C'est très rare que des messages, quels qu'ils soient, pénètrent dans nos bulles les plus intimes. En général, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de la musique, à la limite.
Et donc là, le podcast, il a sa place dans notre intimité et ça en fait un média très particulier, comme la radio d'ailleurs. Et c'est là que c'est magique. Et c'est là aussi que c'est intéressant. Parce que parler à quelqu'un qui prend sa douche en même temps, ça ne doit pas vous arriver tous les jours. Peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, mais c'est tout. Normalement, a priori, ça vous arrive pas tous les 4 matins. Là, ça nous permet ça. Donc, on voit à quel point c'est particulier le podcast, à quel point il peut avoir une force, il peut avoir une profondeur. Et donc, c'est là où c'est réjouissant. Et puis, c'est bien parce que c'est un apprentissage qui est technique, mais qui est à la portée de tout le monde. Pour peu que vous maîtrisiez le clic droit, clic gauche et 2-3 raccourcis, ça devient tout de suite une belle aventure dont on peut profiter. Mylène qui nous dit « Cette relation à l'intime est moins adaptée à la communication interne. » Absolument. Y a-t-il quelques astuces pour générer de l'adhésion via ce format en interne ? Oui, parce que si vous faites un podcast de com interne, ouais, j'ai pas envie d'écouter les nouvelles de mon entreprise le samedi en allant au tennis. Nous sommes d'accord, Mylène. Donc, la récurrence, très important. Il faut que ça devienne un rendez-vous. Tous les jours, le podcast est publié sur telle plateforme. J'envoie un mail à tout le monde pour le signaler. J'en parle en réunion de temps en temps, etc. Faire intervenir des gens, ça c'est toujours bien parce que du coup, si moi j'invite ma collègue Chloé à intervenir, derrière elle va écouter. Puis la famille de Chloé va écouter. Donc tout de suite, on va ramener. Les collègues des autres services vont écouter. Attends, mais je connais machin qui est passé dans le podcast, ça va être marrant, viens on écoute. Donc là, on va réussir à faire ça. Et le temps long, là, il n'y a pas de secret aussi. Faut pas s'attendre à cartonner dès le début, surtout en com interne. Si vous avez déjà, admettons, sur 100 personnes qui sont dans votre entreprise, 4-5 écoutes, 6-7, allez, 10, c'est déjà très bien. On serait au final sur le ratio d'écoute en France. En France, 9% des Français écoutent régulièrement du podcast. Si votre entreprise, on navigue entre 5 et 10%, franchement, c'est déjà très bien. Et après, à la longue, ça va marcher. Et l'autre élément, bien sûr, c'est un élément éditorial qu'on va travailler aussi en formation. Faut que ça intéresse les gens. Et l'intérêt des gens, il est suscité par de l'émotion. Mais ça, il n'y en aura peut-être pas. C'est peut-être pas votre rôle. De l'information. Informer. Il faut que ce soit utile. Il faut qu'on ait vraiment cette pensée de mon podcast, il doit servir les gens. Pas moi, pas mes intérêts, pas les intérêts de l'entreprise. Il doit servir les gens qui vont l'écouter. Donc des infos utiles. C'est ça qui va pouvoir faire la différence. Et après, le temps long. Laissons passer du temps, 1 an, avant de tirer les premières conclusions. Si on peut être sympa de le diffuser dans les espaces communs, à midi. Ça peut être sympa. Si vous avez des espaces communs, si vous avez des épisodes pas trop longs, de midi à midi 20, l'épisode est diffusé et il va rentrer comme ça dans le quotidien des gens. Moi, j'irai sur ces pistes-là. A-t-on déjà les chiffres en matière d'évolution de part de marché du podcast ? Non, parce que... Alors, si, on a des chiffres sur les médias consultés par les Français, mais là, en tête, le podcast n'est pas comptabilisé, du moins est-il comptabilisé avec la radio. Donc, je ne l'aurai pas. En France, par exemple, on sait qu'on est le seul pays avec le Japon où la télé est aussi forte. Notamment le matin, premier média que vous consultez, la télé est très très forte en France. Alors qu'elle a été supplantée par le smartphone partout ailleurs, eh bien, en France et au Japon, la télé reste très forte. Et la radio très très forte aussi, et donc le podcast. Mais j'ai pas les équilibres là comme ça, d'autant que c'est pas parce que j'écoute du podcast que je vais pas écouter de la radio. Donc on va pas être sur des parts de marché à proprement parler. Le podcast est un marché en lui-même et qui n'exclut pas les autres marchés. Y a-t-il des exemples de podcasts internes qui marchent ? Mylène, la question qu'on peut faire passer à la foule, parce que moi j'en ai pas, mais par définition c'est compliqué. Moi j'ai en tête des podcasts mais qui étaient dévolus à la com externe. Par exemple, allez voir Les Échos de l'Histoire, je crois que ça s'appelle comme ça, un petit doute, podcast Ubisoft et Paradiso Media. C'est un podcast qui a été produit donc par Paradiso, qui est un très bon studio de podcast avec qui on avait fait le webinaire. Commandé par Ubisoft, grande entreprise mondiale de jeux vidéo. Ils avaient lancé un jeu vidéo où l'intrigue se passe à l'époque des Vikings. Les historiens qui m'écoutent vont se redresser parce que ça ne veut pas dire grand-chose les Vikings. Et donc ils ont produit un podcast qui mêle
fiction, histoire avec des historiens interviewés, mise en scène, bruitage pour raconter ce qu'étaient les invasions de l'Angleterre, de l'île d'Angleterre britannique par les Vikings il y a quelques centaines d'années. Et donc c'est passionnant, c'est génialement fait, c'est très vivant, c'est vraiment de l'histoire et de la fiction qui se mêlent, donc très utile. Après en podcast interne pur, moi j'en ai pas, mais je pense que ça peut marcher. Mais par définition, comme on n'est pas dans l'entreprise, on les aura peut-être pas. Mais si je pense à quelque chose, ou si vous pensez, ou si chez vous d'ailleurs là ça marche, n'hésitez pas à le dire. Il est 12h50. Avez-vous des dernières questions, vos dernières volontés? Moi, je vais tranquillement amorcer la sortie du live. Ça vous laisse le temps de taper encore 2-3 questions. Je vais vous remettre le lien du livre blanc qui est sorti. Le livre blanc du CFPJ, qu'on télécharge depuis notre site. C'est gratuit, ça fait plaisir. On va retrouver les grandes tendances de la communication en 2023 d'après les expertises du CFPJ, que j'ai mis en forme et rédigé avec beaucoup de soin et de plaisir surtout. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a aussi, avant qu'on se quitte, des sujets que vous voudriez aborder, puisqu'encore une fois, nous sommes ensemble, nous sommes une équipe, et que moi, je suis vos désirs et vos envies. Donc si vous avez envie qu'on parle d'un sujet précis, etc. à l'avenir, parmi tous les thèmes que le CFPJ couvre dans ses formations, et peut-être même au-delà, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, vous avez envie de découvrir, vous avez envie qu'on en parle, il y a des domaines qui vous questionnent, sur des choses que vous avez pu découvrir récemment, allez-y. Moi, c'est avec plaisir que j'écoute vos suggestions. J'avais plein d'idées, mais là, j'aimerais bien bientôt qu'on se fasse un petit Twitter. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, l'algorithme de Twitter a été dévoilé. C'est très intéressant, c'est très riche d'enseignements. Que devient Twitter ? Est-ce qu'on doit encore avoir confiance dans cet outil ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Elon Musk a-t-il révolutionné ou creusé la tombe de Twitter ? Question que je laisse à votre sagacité. Donc on peut avoir quelque chose autour de Twitter dans les semaines à venir, mais encore une fois, la vie est longue, donc on en a pour un paquet de semaines encore de live, je l'espère. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, moi je suis absolument preneur. Voilà pour le podcast, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du CFPJ. Au-delà des formations, je ne vais pas vous vendre non plus des tapis. Si vous voulez suivre nos formations, c'est évidemment avec plaisir. Si je peux vous croiser en vrai de vrai, en plus, ce sera trop bien. Sur notre site, vous avez un onglet ressources. Vous avez les livres blancs, on en a parlé. Vous avez les webinaires, on a des webinaires sur le podcast. Vous avez aussi des infographies qui permettent de cadrer sur un sujet les chiffres essentiels et une infographie très joliment réalisée d'ailleurs. Ce podcast qui a été écrite l'an dernier et qui est toujours valable, qui est très intéressante. Et puis toujours dans l'onglet ressources, vous avez le blog. Le blog où j'écris régulièrement des articles et en l'occurrence, on en a sur le podcast. Il suffit dans la petite barre de recherche de chercher podcast. Il me semble que j'en ai écrit. La folie podcast. Quel avenir pour le podcast ? Voilà, ça c'est le dernier article écrit. C'était il y a quasiment un an, c'était même il y a un peu plus d'un an jour pour jour, où je m'interrogeais sur la suite du podcast, de ce format si particulier qu'on a détaillé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous nourrir de tous ces contenus-là qui sont gratuits pour les formations qui sont payantes. N'hésitez pas à y faire un tour. Ce sera toujours en tout cas un plaisir. On va terminer là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis, de votre fidélité, de votre participation, parce qu'on s'amuse toujours autant. En tout cas, moi, de mon côté, je m'amuse bien. J'espère que c'est le cas pour vous. Donc, merci. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Que je dise pas de bêtises, mais normalement, ce sera midi aussi. Parfois on décale parce que j'ai des impondérables ou j'ai surtout des rendez-vous prévus. Et jeudi prochain, nous serons en live à midi. Donc, même heure, même endroit. Merci infiniment. Très, très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Et puis, à très vite au CFPJ. Salut!